Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous et puis merci d'être présent aujourd'hui pour cette activité qui se déroule dans le cadre du campus Fab City de Montréal. Et donc, merci au Fab City de nous accueillir en fait pour cette belle discussion. Donc, aujourd'hui, je vais avoir le privilège d'animer une discussion autour des liens entre sciences citoyennes, biodiversité et santé. Je me présente vraiment très rapidement avant de commencer l'activité puis vous expliquer où est-ce qu'on va s'en aller dans cette discussion. Je suis Manon Boiteux, conseillère à la recherche et coordonnatrice d'un projet qui s'appelle Construire l'avenir durablement à l'Université de Montréal. C'est un projet qui vise à soutenir la communauté de recherche dans la mise en place de projets interdisciplinaires, que ce soit des projets de recherche ou de formation, qui touchent aux enjeux de durabilité. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'objectif de notre panel de discussion, ça va être de discuter de l'intérêt de la science citoyenne pour atteindre des grandes cibles mondiales pour la biodiversité, dont on va parler un petit peu plus tard aujourd'hui, mais aussi comme un dispositif pour permettre la prise de conscience et le pouvoir d'agir auprès des citoyens. Donc, du côté de la recherche, on sait que la science citoyenne, c'est un moyen de démocratiser la recherche et aussi que les données qui sont récoltées par les citoyens, notamment grâce à des dispositifs numériques dont on va parler aujourd'hui, peuvent vraiment être d'une aide très précieuse pour récolter des données et faire avancer les connaissances sur l'environnement. La science citoyenne, c'est aussi intéressante vraiment pour permettre le passage à l'action auprès des citoyens, puis donner un moyen d'agir finalement. Nos panélistes d'aujourd'hui vont être amenés à discuter des outils qui existent, de l'intérêt de leur utilisation pour renforcer le développement des capacités, mais aussi les enjeux que peuvent apporter cette science citoyenne-là pour l'environnement. Par exemple, qui a accès, comment est-ce qu'on s'assure d'une équité interespèce à travers l'utilisation et le déploiement de la science citoyenne pour la biodiversité. Je vais présenter très, très rapidement nos trois panélistes qui ont aujourd'hui des perspectives différentes et très complémentaires autour de ces sujets-là. Puis ensuite, je les laisserai se présenter eux-mêmes pour aller un petit peu plus en détail dans ce qu'ils font. Donc, la première panéliste qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, c'est Raquel Peñalosa. Elle fait partie de l'équipe du Fab City Montréal. Elle est architecte de paysage et elle a aussi été présidente de la Fédération internationale des architectes paysagistes pour les Amériques, de 2014 à 2018. Puis elle est présidente de Communautique. Notre deuxième panéliste aujourd'hui, il a de multiples chapeaux. Je vais essayer de le présenter rapidement. Donc, Alexandre Baudouin, il est biologiste. Il est conseiller principal en biodiversité à l'unité de développement durable de l'Université de Montréal. Et il est aussi candidat ou en tout cas étudiant au doctorat à la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Puis il va un petit peu venir nous parler aussi de ses travaux par rapport à son doctorat. Et enfin, nous avons le docteur David Kaiser, qui est spécialiste en santé publique et médecine préventive. Il est directeur médical adjoint à la direction de la santé publique de Montréal. Il est aussi directeur de programme de formation en résidence à l'Université McGill et directeur du développement professionnel continu à l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec. Donc là aussi, de multiples chapeaux. Merci beaucoup à vous trois d'être là aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter chacun l'un après l'autre, puis après on rentrera dans le vif de la discussion. Puis simplement pour les personnes qui sont présentes aussi en ligne, n'hésitez pas à poser des questions durant toute l'activité en utilisant le clavardage, que ce soit, je pense, sur Zoom ou sur le lien YouTube. Merci beaucoup à tous et bonne activité aujourd'hui. Raquel, je te laisse y aller. Oui, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à vous, Alexandre, David et Manon pour nous animer. Juste un petit complément, c'est évident, je suis formée en architecture de paysage. Déjà, en partant, c'est une profession qui donne un regard très horizontal de cette capacité de faire des liens entre les différents aspects depuis à peu près 10-15 ans, je me suis intéressée à l'innovation sociale, donc de voir comment on active le citoyen, comment on devient, nous, des citoyens actifs particulièrement, et de voir quels sont les apports de cette perspective, les projets, comment on les fait, et les processus qui nous permettent de donner la voix, de permettre d'avoir cet activisme, cette présence de nous comme citoyens, et de manière, on appelle ça l'intelligence collective, et également un intérêt particulier
à tous la ville comme système vivant. Et je pense que c'est une intention, une exploration. Et je m'intéresse particulièrement et récemment à la présence des microforêts qui vient nous permettre de rendre la ville, ces espaces-là, beaucoup plus une création de biodiversité au milieu urbain. Alors, je laisse ça là pour l'instant et je cède la parole à mes collègues pour un peu plus de... Merci beaucoup, Raquel. Donc, Alexandre, je t'en prie. Oui, merci. Je vais en profiter pour partager mon écran. En fait, j'ai un petit support ici, vous devriez le voir. Et voilà, plein écran. Ouais. Donc, plusieurs chapeaux, comme justement Manon l'a parlé juste avant, puis je tiens à les rappeler ici d'une autre façon, en fait, pour comprendre comment ces quatre chapeaux-là principaux, en fait, s'entrecroisent. Donc, oui, je suis conseiller en biodiversité depuis une douzaine d'années pour l'Université de Montréal. Donc, ça me permet d'avoir un regard sur la biodiversité urbaine, ce qui m'a tranquillement amené vers la socio-écologie, parce que c'est un écosystème qui, évidemment, est rempli d'humains avec toutes les interactions et perceptions qu'on peut y avoir. J'ai été et je considère encore aujourd'hui, vulgarisateur scientifique en nature avec toutes sortes de groupes, principalement les enfants. Je fais actuellement mon doctorat interdisciplinaire en aménagement via un financement mi-taxe qui me permet d'être à la fois dans une entreprise qui est éco-pivot, dont l'objectif est la connectivité écologique en contexte urbain, et nourrir une question de recherche qui se tourne autour de la santé, en fait, de la perception de la santé quand on parle d'espace vert urbain. Voici quelques images que je voulais mettre en place pour mettre la table en fait, de notre discussion. Quand on met des mots-clés sur des simulateurs d'images sur Internet, Stable Diffusion, on voit les mots-clés santé en ville, agriculture urbaine, infrastructure naturelle, Montréal, habitat pour les animaux. On obtient plusieurs visuels comme cela avec des points de vue un peu différents. On est loin de ça, en fait. On s'inspire de Montréal et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arriver à ce stade-ci? Est-ce qu'on veut vraiment arriver là? Donc, on voit plusieurs épisodes pour la fin. Et ici, rapidement, ce que je veux mentionner, c'est quand on parle de la ville, c'est un système qui est sous pression, qui n'échappe pas aux crises climatiques ou aux crises de la biodiversité. Donc, la ville, justement, il y a l'étalement urbain, comme on voit en bas, avec la trame rose, où est-ce qu'on voit que ça s'est vraiment rapidement développé. Les îlots de chaleur sur la droite, qu'on voit assez facilement là, et qui est dans les médias actuellement. Gestion des eaux pluviales ou encore tous les déterminants associés à la santé urbaine, ce sont des éléments qu'on a et qu'on voit qu'il y a une dégradation en fait, de la qualité de vie. Ce qui nous intéresse particulièrement avec EcoPivot, c'est la perte des habitats et la fragmentation des habitats pour la biodiversité. Quand on parle de perte d'habitat ou la fragmentation, chacun des points qu'on voit ici sont des lieux où on retrouve des niches écologiques pour la faune, pour la biodiversité en général. Quand on brise ces liens-là par la création de routes ou autres infrastructures de ville, bien évidemment, on isole des populations qui s'affaiblissent sur le plan génétique et autres. Donc, ça a un impact réel sur la biodiversité. On prend la CMM et les espaces verts qui font 0,5 hectares et plus, c'est l'heure de ceci. Mais si on travaillait bien sur la connectivité, on pourrait avoir une trame verte comme celle-là qui traverserait la ville et qui fournirait des bénéfices à la communauté. On va pouvoir parler un peu plus du corridor écologique d'Arlington, si vous voulez, dans cette présentation aussi, parce que j'ai une expérience de près de 9 ans avec la communauté locale pour la création du corridor. D'ailleurs, on va en parler plus tard, BioBlitz, qui avait lieu demain, on a dû l'annuler ce matin pour cause de pluie, mais c'est une façon qu'on a justement d'intégrer les citoyens dans la prise de données et comprendre la beauté et la richesse des espaces naturels. On reviendra sur le BioBlitz un peu plus tard. Un autre élément que je voulais vous présenter tout de suite dans l'introduction, c'est le CoSense Unit ou l'EcoSense, qui nous permet de capter des paramètres dans la ville avec les citoyens. On les voit sur la gauche, dioxyde de carbone, les points GPS, les décibels, les particules fines, etc. Des éléments très importants qu'on est capable ensuite de visualiser sur une carte en choisissant des paramètres comme l'humidité, la température, les champs électromagnétiques, pour que les citoyens comprennent davantage et participent à la collecte de données pour comprendre leur espace de vie. Avec ces éléments-là, on sera en mesure finalement de devenir connecté finalement. Chacun des espaces qu'on aurait documentés, donc les espaces verts, les espaces naturels et autres, et les réseauter comme un système arbre, un système parc, et donner de l'information dessus par rapport justement à l'arbre et aux services écosystémiques qui sont rendus par rapport à la présence de cette nature en ville. Si on parle de services écosystémiques, je vais en nommer deux. Si on parle de services de production, on peut penser à l'alimentation, ou encore aux services de régulation, on peut penser à la pollinisation. Une fois que ces services-là sont bien compris, on peut les placer dans ce schéma-ci pour les ramener tranquillement vers la santé de l'individu. Donc, comment créer ce lien-là dans la tête des gens?
Donc, on revient avec le projet de corridor comme celui-ci ou celui-là. On voit que ce type de technologie pourrait servir à mieux comprendre les enjeux urbains, mieux comprendre pourquoi on doit agir maintenant pour les crises climatiques et pour la crise de biodiversité. Montréal s'est doté et est annoncé en avril dernier d'un plan comme celui-ci où on voit justement ce réseau vert qui veut se mettre en place. Donc, des outils technologiques ont leur place aujourd'hui pour aider à créer ces infrastructures naturelles en contexte urbain. Ça fait le tour pour moi pour l'instant. Super, merci beaucoup Alex. Je pense qu'il y a beaucoup de contenu qui va nous alimenter au cours de la discussion aujourd'hui. Et donc, je laisserai à David aussi se présenter avant d'aller dans le vif du sujet. Merci Manon. Je suis vraiment très content d'être avec vous ce matin. Comme Manon l'a dit, je suis médecin de santé publique. Je travaille à Montréal. Je pratique dans ce domaine-là depuis une dizaine d'années. Et juste prendre une pause avant de me présenter un peu plus comment j'arrive dans ce panel-là. Parce qu'on parle de nature, biodiversité, on parle de connexion nécessairement avec la terre, le territoire. Je pense que c'est important aussi de se situer et de reconnaître le territoire sur lequel on est, qui a un long passé et toute une histoire qui est très importante à valider et à avoir en tête pour ces conversations-là. Alors, je vous propose juste de prendre un moment pour se connecter. Moi, je suis à Montréal avec le fait que c'est un territoire non cédé, autochtone, qui a servi depuis des siècles comme lieu de passage, comme lieu d'échange, comme lieu de résidence, comme lieu de connexion au territoire pour des peuples autochtones et d'être reconnaissant de ça. Alors, je vous propose un petit moment de procéder. Merci beaucoup, David. Puis c'est un élément, je pense, super intéressant qu'on va pouvoir aussi discuter aujourd'hui, de voir comment est-ce que la science citoyenne peut aussi être un moyen de vraiment connecter avec le territoire et donc d'amener aussi toutes ces questions-là. Donc, merci beaucoup de l'avoir rappelé, David. Moi aussi, donc, je suis à Montréal. Donc, si d'autres personnes y sont, je pense que c'est un bon moment. Donc, pour cette première partie justement de notre discussion, j'aimerais un petit peu plus vous poser la question justement de pourquoi est-ce que vous vous intéressez à la science citoyenne dans vos initiatives. Je pense qu'Alexandre a déjà présenté quelques outils, mais on voit que la science citoyenne peut prendre différents aspects suivant l'angle qu'on l'aborde aussi. Puis aussi, du coup, qu'est-ce que la science citoyenne? Pourquoi est-ce qu'on veut utiliser la science citoyenne? Qu'est-ce qu'elle peut apporter lorsqu'on aborde des enjeux de biodiversité et de compréhension aussi des changements climatiques? Donc, Raquel, je vais te laisser peut-être commencer un petit peu avec cette question-là. On t'entend pas, Raquel. Je pense que on peut dire science citoyenne, mais aussi science participative. Et je pense que dans ce sens-là, il y a quelque chose de super intéressant de voir comment cet rapprochement de tous les processus, protocoles scientifiques sont mis en relation avec l'intérêt et la capacité d'un citoyen de non seulement ses intérêts, mais aussi cette connaissance du territoire. Je pense qu'on revient au territoire qui est comme un élément clé. Et je pense que cette mise en contact, puis je voulais aussi ajouter, je suis depuis 3 ans partie d'un collectif de jardins communautaires, de jardins collectifs, donc de mettre les mains dans la terre. Je pense que ça shift aussi notre perspective. Et je pense que la science participative, science citoyenne, permet de faire ça. C'est quelque part une capacité de mettre la main dans. Et pour vous dire quels sont cet intérêt-là, puis aller dans le projet que j'aimerais partager avec vous, qui est relatif à ça. La genèse de l'intérêt pour la science citoyenne, elle vient initialement du questionnement d'un groupe de citoyens, donc que j'ai appelé pour se poser, on est concernés. Je pense que ça, c'est pas seulement nous, mais plusieurs de nous par les changements climatiques, comme quelque chose qui est tellement grand, immense, qu'on ne sait pas quoi faire avec
il naît le contraire d'être engagé, c'est d'être, de devenir plutôt anxieux, de dire, ou carrément dire, il n'y a rien à faire, je ne peux rien faire. Et donc, c'est de mettre en connexion ces changements climatiques et ce désir d'agir dans notre milieu pour y répondre. Alors, la prémisse du projet réside initialement sur l'expérimentation de notre capacité d'observer notre environnement par nos sens. Donc, c'est cette notion-là que j'ai un territoire autour de moi, il y a des choses qui se passent, je veux les connaître, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, je pense que c'est d'explorer comment connecter le citoyen aux notions de changement climatique et ce, à partir de son propre milieu, son quartier, donc ce qui nous est familier, et partir du vécu de mon territoire sur lequel je vis, sur lequel je peux agir, que je peux mieux connaître. Je pense que c'est là qu'on fait cette notion-là de se mettre en explorateur, en observateur de ce milieu-là. Et ça part déjà dans un des éléments clés de base de la science, c'est être observateur, contemplateur et le faire de manière intentionnelle. Alors, on est parti dans une approche expérientielle par le biais d'une marche sensible, ce que je perçois en utilisant notre corps comme premier senseur, c'est-à-dire à partir de nos sens, l'odorat, l'huile, le goût, le toucher, dans le but de rendre l'invisible visible. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça part de là. Puis, quelles sont les sensations ressenties de notre environnement immédiat et surtout, ces sensations sont-elles désirables? Niveau de bruit, force du vent, l'air est-il bon à respirer? Qu'est-ce qui fait que sur cette rue, je me sens bien et sur cette rue, je ne me sens pas bien? Qu'est-ce qui fait? Quelle est la différence entre les deux? Puis ça permet de dire, ah, c'est comme ça qu'on devrait être parce qu'ici, on est bien, il y a des oiseaux. Tu sais, c'est des éléments très, très simples, mais qui permettent, par le biais de ces marches-là et de faire confiance à ses sens en premier lieu. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Et de toutes ces sensations qualitatives, ces questionnements qui en suivent, peut-il être mesurable? Donc, ça, c'est comme des questions, ça part de ces questionnements-là. Puis, j'entreprends des actions pour y répondre. Quel serait mon pouvoir réel pour demander aux élus, à l'administration des améliorations dans mon milieu? Comment avoir une crédibilité? Puis je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'action citoyenne, s'il y a cette notion-là de crédibilité, les processus qui nous permettent d'arriver là. Alors, particulièrement, nous, on a développé le projet Canary, qui est un projet de science citoyenne. C'est un capteur ludique. Ce canari-là est inspiré du fameux canari des mines qui permettait aux mineurs de se sauver si le canari ne chantait plus. Donc déjà, il y a cette référence-là, il y a quelque chose, et l'air était contaminé, donc il fallait qu'il sorte. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce capteur-là est fabriqué par les citoyens au Fab Lab. Alors, ce tiers-lieu d'expérimentation, et ce capteur permet d'accéder à la mesure scientifique. Il est évident que ce cheminement fait par les citoyens leur permet de se sensibiliser, de générer leur propre data et éventuellement de trouver des pistes de solutions. La phase initiale du projet Canary s'intéresse à la qualité de l'air. Donc, on a décidé de se centrer les particules fines et vise à créer un modèle d'acquisition de données afin de quantifier le nombre de particules fines dans l'air qu'ils respirent quotidiennement et de partager les résultats obtenus. Donc, ça part de marcher, utiliser nos sens. Oui, il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas c'est quoi. Avoir le support d'un Fab Lab, donc cet objet-là, le Canary, qui est fabriqué par eux-mêmes, c'est mis ensemble par les citoyens, et repartir dans une marche avisée par cet objet-là qui lui permet d'avoir une data plus fiable et colliger le tout. Donc, on est dans ce processus-là. Comment toutes ces datas, comme tu le montrais, Alexandre, s'assoient sur une plateforme et il permet par la quantité, c'est évident que c'est ça qui est intéressant dans la science citoyenne. Peut-être les processus, il peut y avoir des erreurs, mais c'est par
quantité de cette information-là qu'on peut arriver à avoir, des données fiables. Donc, c'est vraiment... et l'idée, je vais finir avec ça, c'est dans ce processus expérientiel que l'action citoyenne lui donne, que le citoyen développe sa capacité d'agir en toute connaissance de son milieu local. C'est une forme d'appropriation de son milieu. La biodiversité locale et par défaut globale en bénéficie car je suis plus enclin à protéger ce que je connais. Et ça, c'est un exercice collectif. Tout à fait. Puis, c'est vraiment aussi une façon de démocratiser la science aussi de manière générale dans la méthode, du début à la fin. C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Raquel. Peut-être, Alexandre, justement, si tu veux un petit peu renforcer cette idée aussi par tes expériences diverses. Mais comme je vous présente en rafale plusieurs images, j'espère qu'elles seront imprimées en fait dans votre cerveau parce que je vais y revenir. Mais quand on parle justement de créer des corridors de connectivité écologique pour la biodiversité, avant de commencer à connecter des espaces verts entre eux, il faut d'abord savoir ce qu'on a. Puis je pense que c'est ça la clé en fait quand on parle de sciences participatives, c'est de permettre aux gens de comprendre en fait c'est quoi les paramètres, qu'est-ce qui se trouve dans leur environnement immédiat. Ce qu'on avait créé à la base, on en est à notre 12e ou 13e BioBlitz. En fait, le BioBlitz, pour rentrer plus dans le détail, il y en a 3 types différents. Il y a des BioBlitz qui sont scientifiques, faits par des experts. On va chercher de la donnée rapidement et on l'utilise par la suite. Tu as des BioBlitz qui sont éducatifs, donc principalement des kiosques d'animation, de la vulgarisation scientifique. Et entre les deux, il y a le BioBlitz communautaire, qui est celui qu'on utilise le plus souvent. Donc, dans ce cas-là, on fait venir des experts sur le terrain, des espaces verts, des fois des friches qui donnent l'impression qu'il est inintéressant. Mais c'est souvent pas le cas. Et ensuite, on invite les citoyens à venir participer, des groupes scolaires aussi. Donc, les gens sont en contact avec des biologistes qui les voient au travail, donc voient un peu c'est quoi que ça fait, ça, un biologiste. Puis par la suite, on découvre là, les milieux. Moi, avec la quantité que j'ai faite, à chaque fois, je ressors avec une lecture vraiment détaillée du lieu. Et extrêmement surpris de voir que la vie s'accroche à ce point-là dans le contexte urbain. Une fois qu'on sait qu'au niveau de l'avifaune, donc les oiseaux ou même certains amphibiens, des couleuvres, des reptiles, par exemple, peuvent se trouver dans des espaces, on est sensible différemment au milieu. Et on commence à se dire, ben, comment est-ce que je peux finalement favoriser son habitat localement? Puis pauvre animal, finalement, qui est pris dans une île verte dans le contexte urbain, comment est-ce que je peux arriver à transformer puis connecter ces habitats? Et c'est là que rentre la partie citoyenne à mes yeux aussi à nouveau, parce que oui, on comprend que la biodiversité elle est importante et elle est là. Puis ensuite, quand on vient pour transformer le paysage urbain, souvent, on va se buter à une résistance. Puis c'est assez naturel parce qu'on arrive sur un paysage familier et on vient déminéraliser, c'est-à-dire arracher de l'asphalte, planter des arbres. Et notre outil de communication, c'est on veut sauver la biodiversité qui parfois peut paraître un peu loin de certains citoyens. Donc là, en ce moment, c'est là que je trouve intéressant l'idée d'utiliser des outils comme Canary ou celui que je vous présentais, que j'essaie d'adapter en contexte québécois, l'EcoSense, et justement d'outiller les citoyens pour qu'ils eux-mêmes viennent chercher des paramètres autour de leur milieu et qu'ils puissent ensuite exprimer vraiment, voir en fait l'impact que ça a, la chaleur, les particules fines, qu'est-ce que ça peut avoir comme milieu. Et après ça, on va pouvoir refaire le même exercice une fois qu'on a fait une intervention. Raquel présentait dans son mot d'introduction son intérêt pour les micro-forêts. Les microforêts sont reconnus pour augmenter la biodiversité. Mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres intéressants? Est-ce qu'ils ont une influence justement sur ces particules fines-là ou sur la gestion de l'eau? Est-ce qu'il y a des éléments de plus qu'on est capable d'ajouter en documentant tout ça avec les citoyens pour que les citoyens viennent finalement à réaliser l'importance de certaines infrastructures, certaines interventions et en deviennent eux-mêmes les porteurs qui puissent en parler à leur tour puis comprendre pourquoi on a fait cette intervention-là. À la base, je n'étais pas quelqu'un qui était tourné vraiment vers la technologie. Donc, les BioBlitz, on les faisait papier-crayon, dans la forêt, avec des biologistes. On était heureux de vulgariser ce qu'on voyait, ce qu'on entendait. Au fil du temps, on a commencé à intégrer des outils Plant, Seek, iNaturalist, des outils comme ceux-là qui nous permettent à la fois d'être sur le terrain. Une personne qui n'est pas connaissante de la biodiversité peut prendre en photo. Ce n'est pas une certitude, mais l'aide à identifier. Tranquillement, ça connecte de plus en plus avec le milieu, mais en plus, ça génère des bases de données super intéressantes qui peuvent être utilisées par des chercheurs par la suite. Donc, ça donne un sentiment aussi de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Donc, ça permet de comprendre ce qu'on a autour de nous puis de sentir qu'on participe à la science. Donc, de croiser toutes ces bases de données-là avec des paramètres environnementaux permet peut-être de croiser justement des réflexions, puis de voir la pollinisation des idées, puis de voir il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va émerger par rapport à ça. C'est la beauté, en fait, de l'aventure avec la science citoyenne, c'est que plus il y a de personnes qui s'en mêlent, plus il y a de possibilités que ça bifurque, que ça aille dans une nouvelle direction. Nous, on est juste là pour accompagner, en fait, le chemin qu'ils sont en train de suivre.
C'est super intéressant. Puis, juste pour souligner ce point aussi, pour être vraiment dans le monde de la recherche à tous les jours, ces données-là sont très précieuses parce que souvent, on peut manquer aussi de données, puis elles nous apportent quand même des caractéristiques qui sont très intéressantes et que plusieurs chercheurs ne pourraient pas forcément avoir le temps d'aller chercher aussi. Donc, ça a vraiment une valeur dans la science aussi. Donc, David, peut-être aussi faire un point, justement, Alexandre parlait un petit peu d'outils des citoyens pour qu'ils comprennent les effets de cette nature-là en ville aussi. Donc, peut-être parler du côté plus, finalement, santé. Oui, merci. Justement, si je suis là comme médecin de santé publique, c'est parce que on a toutes les évidences au monde qui nous disent que la santé humaine dépend étroitement de la santé des écosystèmes. Alors, on sait que, par exemple, et Alexandre l'a évoqué, et Raquel aussi, on sait que, par exemple, la végétation en milieu urbain va réduire la température, puis nous protéger de la chaleur extrême, que l'accès à la nature a des bénéfices vraiment importants pour la santé mentale et le bien-être. On sait que nos systèmes alimentaires, notre alimentation dépend de la santé des sols, dépend de la protection de ces espaces verts et des terres agricoles pour être résilients face, par exemple, au changement climatique. Alors, tout ça, c'est bien connu. Je dirais, mon point d'entrée aussi dans cette conversation-là est avec un peu de... J'arrive en me disant, ben, on sait aussi ce qu'on a à faire. Alors, non seulement on connaît bien les liens entre la biodiversité et la santé, mais on sait aussi que si on veut avoir un impact aujourd'hui, il y a quelques actions qui sont à notre portée, qu'on n'a pas besoin de plus documenter. On sait que la production industrielle de viande, alors la production animale est une des sources très importantes de GES, mais aussi de destruction d'habitats naturels et aussi des impacts sur notre santé humaine directement. On sait qu'une alimentation végétale et plus saine va réduire les maladies chroniques. Et au-delà de ça, il y a un impact social. Alors, quand on parle de contact avec la nature, puis on a un système alimentaire qui dépend de l'exploitation des animaux, il y a peut-être une petite distance là. Alors ça, c'est une action, arrêter de manger de la viande, qui va avoir un impact extrêmement important sur la biodiversité. On n'a pas besoin de plus de documenter. On sait aussi que, par exemple, si demain, on arrêtait d'acheter des trucs sur Amazon ou on en finissait avec les Walmart, réduire notre consommation globalement et encore plus arrêter de contribuer à un modèle de consommation qui, encore une fois, est exploitatif de la nature et aussi des humains, serait une action extrêmement porteuse. Alors, il y en a plein comme ça d'actions qu'on a déjà identifiées depuis longtemps et qu'on a juste à faire, à prendre. Ceci dit, on pourrait dire que tout est connu et en même temps, tout est inconnu. Et je pense que c'est là où la curiosité embarque. Et puis, Raquel, tu l'as bien dit, ce qu'on connaît, on est plus enclin à protéger. Alors ça, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important quand on parle, encore une fois, de santé humaine et de santé des écosystèmes, de ramener l'humain dans l'écosystème, de ramener l'humain dans la nature, nous permet de générer ou du moins est un point d'entrée pour cette proximité-là. De dire, ben, du moment où on comprend ce qui se passe autour de nous, puis on comprend les liens qui existent, non seulement avec des concepts théoriques, mais vraiment avec le territoire, la terre, notre quartier, ce qui se passe juste en face, ben, on est capable de développer cette relation-là, ce lien-là qui est essentiel si on veut que les gens mettent en action justement ce qu'on connaît. Et puis, un deuxième élément que j'aimerais ici, je pense, c'est de faire le lien avec les services écosystémiques qu'Alexandre va présenter très brièvement pour de dire cette notion de science citoyenne, est-ce que ça peut être un levier pour repenser
ce qu'on est en train de mesurer, puis l'objectif de la mesure. Alors, le modèle des services écosystémiques, à la base, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que la nature fait pour nous? Alors, c'est très important. Encore une fois, les arbres qui filtrent l'air et l'eau, qui nous protègent de la chaleur, c'est super important. Un parc qui nous permet de faire des pique-niques, c'est vraiment bien. Après ça, si on ajoute à cette question-là, qu'est-ce que nous, on peut faire pour la nature? Bien là, on embarque dans une conversation assez différente et quand même très porteuse, c'est-à-dire les citoyens et citoyennes qu'on amène, qu'on conscientise, qu'on équipe avec une capacité de mesure. Comment ça nous permet de mieux comprendre en fait ce qu'on amène, ce qu'on contribue à la biodiversité et d'établir une conversation qui a une logique multidirectionnelle plutôt que d'avoir l'humain à l'extérieur qui cherche à extraire de l'information et à contrôler. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup, David. Puis je vois Raquel et Alexandre qui hochent la tête. Je ne sais pas, est-ce que Alexandre, tu aimerais réagir aussi par rapport au service écosystémique et justement, est-ce que la science citoyenne pourrait être un service qu'on rend à la biodiversité? J'aimerais dire que oui. Mais d'abord, je pense qu'il faut revenir un peu sur ce que David disait justement, parce que c'est vrai qu'au final, de parler des services écosystémiques, on va dire c'est une approche vraiment anthropocentrée. C'est vraiment Tout à fait. qu'est-ce que la nature fait pour nous. Puis ça, c'est un outil qui permet de faire comprendre à monsieur, madame, tout le monde, des gens qui sont peut-être un peu loin, en fait, de pourquoi c'est important finalement de garder de la nature en ville, proche de nous, dans notre milieu. Fait que c'est une façon de traduire, mais c'est pas la façon. Puis c'est très intéressant l'idée de renverser ça puis de dire qu'est-ce que nous, on peut faire justement pour la nature. Malgré tout, moi, mon focus actuel est vraiment d'essayer d'aider les citoyens par la science participative à bien comprendre comment de laisser de l'espace à la biodiversité, de recréer des habitats, va lui servir. Fait que moi, c'est vraiment un peu l'outil que je mets de l'avant, pas parce que j'y crois puis je pense que c'est la priorité. C'est une priorité d'une certaine façon parce que je me mets la résistance au changement pour le territoire, changement du territoire, la modification du territoire. Mon pari actuel, mon hypothèse au doctorat, c'est vraiment de dire, est-ce que finalement, une fois qu'on aura mieux présenté tous ces retours que les gens vont avoir sur leur santé, plutôt que juste parler de biodiversité, de faire ces aménagements-là, est-ce qu'ils vont être plus enclins, plus ouverts à s'émerveiller? Puis là, il y a tout un effort de communication de, c'est quoi ça, les effets restauratifs de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste d'aller marcher dans la forêt? Quand on dit ça, souvent, on s'imagine une forêt luxuriante avec des oiseaux qui chantent et tout ça, mais des fois, c'est simplement de traverser un parc d'arbres sur gazon, puis de se sentir déconnecté de l'espace d'un moment de la ville, puis ça, là, l'effet restauratif qu'on souhaite aller chercher aussi. Sentir de la terre mouillée parce qu'il vient de pleuvoir, puis on a un carré d'arbres devant la maison, ça nous permet d'avoir ce contact-là. Pour moi, ils sont très importants. C'est aider la personne à comprendre que ça a une fonction, puis se dire, hey, mais si j'en avais plus, ça devrait peut-être être mieux aussi pour moi. Puis c'est là que je pense qu'il va y avoir une certaine forme de rétroaction, de vouloir mobiliser plus de personnes, de mieux comprendre qu'est-ce qui nous entoure, puis se dire, ah, il faut l'aider cette nature-là. Puis c'est évident que moi, j'œuvre dans le sens que David dit, d'essayer de rendre le plus possible à la nature. C'est sûr que c'est toujours délicat d'utiliser des termes qui sont centrés sur l'humain. Puis c'est un jeu. Je sais pas si c'est une arme à deux tranchants, mais c'est un jeu dangereux, puis il faut être conscient que ça a ses limites aussi d'utiliser des termes comme ceux-là quand on veut parler des écosystèmes. Tout à fait. Raquel, peut-être aussi si tu avais des éléments à rajouter. Oui, je pense que, comme vous avez parlé de tout ça et de ce terme-là, de besoin que ça soit bidirectionnel, je pense que il faut être vraiment radical. Parce que déjà, en parlant de développement durable, c'est quelque chose qui ne correspond pas au système naturel. Parce que dans le système naturel, il n'y a rien qui est durable, tout se transforme. Donc, le concept de régénération, à mon avis, correspond beaucoup plus à une pensée qui correspond au système naturel. Et de dire que puis bon, David, tu as fait cette reconnaissance sur la terre que nous sommes, qui a été habitée par d'autres depuis longtemps pour ces réunions-là, mais aussi je pense qu'il y a beaucoup à apprendre. Et je pense que le shift radical doit apparaître et dans le sens de se repositionner comme des êtres vivants
comme un système vivant faisant partie d'eux. Tu sais, les Autochtones, ils parlent de « all my relations » parce qu'ils sont tout le temps en relation avec tout. Et c'est cette, tu sais, avec une notion de respect, je suis bien d'accord. Donc, il y a quelque chose dans le macro d'un shift qui est de paradigme qui me paraît, si je peux aller un petit peu plus loin, de dire que dans l'encyclique du pape qui nous a lancé il y a quelques années, en 2015, je pense, il dit qu'il faut, tu sais, dans la religion catholique, et celle qui domine, tu sais, si on regarde les choses dans le big picture, et la nature était le péché. C'est là que tout s'est passé. Donc, la relation entre le système naturel est rompue. À partir de cette vision du monde, donc, dans l'encyclique du pape, il revient sur ça, il dit non, on est nature, on fait partie de la nature. Alors, je pense que on peut arriver à certains éléments, à essayer de comprendre ça, mais il y a un shift et je pense qu'il faut que ça soit ce shift de paradigme assez radical. Et je pense que le fait d'utiliser la science citoyenne, si je reviens à ça, que ce soit cette notion-là que le citoyen est activé pour prototyper, pour vivre l'expérience d'eux. Et il y a quelque chose, ce shift se fait. Tu sais, comme tu dis, Alexandre, on n'a pas besoin de prendre son auto pour aller dans la nature, elle est juste à côté de nous. Tu sais, on est quand même, et c'est je pense, cette demande-là que nous devons faire, de reconnaître autant ce qui ne marche pas, mais ce qui marche. Tu sais. Donc, la science participative nous permet aussi de faire ces lectures-là. Ici, l'air est bien. Ici, tous ces éléments-là, de ce qui fonctionne, de ce où je m'émerveille, et dire, ah, ben c'est ça, je peux l'avoir à côté de moi. Et ces systèmes vivants, je peux en faire partie et prendre soin. Parce que c'est pas seulement moi, mais c'est tout ça en relation qui fait que nous pouvons dire que ça va marcher. Et cette notion de santé apparaît là-dedans. Merci beaucoup, Raquel. Puis je pense que ça fait aussi un petit peu un lien avec ce que tu disais au début, que on vit aussi dans un système, la ville, qu'on a eu l'impression qu'il n'était pas vivant, mais en fait, la ville, elle aussi, elle est vivante. Puis c'est un petit peu notre milieu de vie auquel on doit se reconnecter aussi. Tu sais, on parle du territoire, mais souvent, les citoyens, quand on fait de la science citoyenne, beaucoup sont en ville, mais présenter la ville comme un système vivant qui produit des bonnes choses, mais aussi des externalités qui permettent aussi de peut-être penser à cette dichotomie souvent qu'on fait ville et région, et puis avoir cette reconnexion-là aussi plus globale de OK, notre ville, ben, on peut y faire des choses, il y a de la nature, ça produit aussi des externalités qui sont connectées avec l'externe. Donc, je trouve que il y a quelque chose d'intéressant aussi à penser le citoyen comme partie de son écosystème ville qui est vivante. Mais je pense que David voulait aussi peut-être réagir à ce que Raquel disait. En fait, c'est plus continuer. Raquel, je suis content que tu as amené la question de la radicalité. Je pense que c'est super important. Puis, tu sais, j'ai amené au départ ce qu'on connaît, ce que je connais comme médecin et un peu, je pense, je traduis une frustration de dire est-ce qu'on a vraiment besoin de reproduire ces connaissances-là ad nauseum quand, en fait, ce que ça prend, c'est de la mise en action. Et en même temps, la conversation d'aujourd'hui, je pense, est intéressante à mesure où ça nous permet de mettre ensemble des concepts ou des éléments qui seraient faciles à rendre binaires, c'est-à-dire entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, entre ce qu'on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire, ben, en fait, on sait qu'on connaît tout, on ne connaît rien. Et la radicalité, je pense, nous amène dans ce lien entre les petites actions, de dire, ben, cette personne-là qui est capable de documenter à une échelle extrêmement fine ce qui se passe dans son milieu, comment on fait le lien entre ça et le fait que, par exemple, ce qui se passe dans son milieu, c'est relié à des choix qui ont été faits depuis des années, des décennies, des siècles. Dans les dernières semaines, on a eu des épisodes de mauvaise qualité de l'air. Ces épisodes de mauvaise qualité de l'air, on
est capable de les documenter parce qu'on a un système de surveillance quand même assez performant à Montréal de la qualité de l'air. Et en même temps, on pourrait ajouter à ça des couches pour aller de plus en plus finement documenter dans le quartier ce qui se passe. Très tard, on a quand même des éléments qui en ressortent. D'abord, les épisodes de mauvaise qualité de l'air qu'on a eus depuis la dernière semaine et demie sont liés à des feux de forêt qui sont en partie alimentés, causés par la crise climatique et par les choix déficitaires qu'on a fait depuis des décennies. En plus, à Montréal, ce qui est intéressant, pas très, mais c'est un constat, c'est que les pires endroits pour la qualité de l'air, même qu'on a la fumée des feux de forêt, sont à côté de l'échangeur des Caries. Et ça m'amène à la question des inégalités sociales, des inégalités de santé, les injustices environnementales, puis l'importance d'avoir toujours en tête cette notion de transformation, de radicalité, en même temps qu'on est dans une notion d'éducation qui peut être très individuelle, très micro, des très petits pas, mais de voir le lien entre les deux, puis de ne pas le perdre de vue, de dire qu'on amène une conscientisation à travers, ça peut être à travers les outils que vous avez présentés, Raquel, par exemple, à travers des ateliers, à travers des marches d'idées, qu'on ne perde pas de vue le fait que oui, tout le monde peut avoir accès à un peu d'herbe qui pousse à travers le trottoir et en même temps, ce n'est pas tout le monde qui a accès à un parc devant eux, ce n'est pas tout le monde qui a accès à une voiture justement pour aller dans les rentiers de la fin de semaine. Ça existe. Et puis, c'est systémique, c'est lié à des enjeux structuraux. Et puis, la science citoyenne, en fait, peut être un levier extrêmement puissant pour l'aborder dans la mesure où on ne perd pas de vue le lien, justement, avec la transformation radicale qui est nécessaire. Merci beaucoup, David. Je pense que c'est un point très intéressant et important qu'on voulait aussi amener dans cette discussion, la question un petit peu aussi d'équité par rapport à la science citoyenne. Je ne sais pas, Alexandre, est-ce que dans tes expériences aussi, justement, travailler avec la communauté autour du corridor d'Arlington, tu as pu un peu expérimenter ça et qu'est-ce que tu en retires aussi? Question vaste. À la base, comme biologiste, moi, je faisais la promotion d'un corridor de connectivité pour un renard. Principalement, l'histoire est autour du renard en me disant si je construis l'espace pour le renard, ben, par effet parapluie, toutes les espèces alentours vont en bénéficier. Au fur et à mesure, au fil des années, où est-ce qu'on a fait des activités citoyennes et qu'on a commencé à bien prendre le pouls des gens, d'avoir un pont de communication avec eux autres, on a réalisé que ce qu'ils voulaient bien, là, faire des espaces pour des pollinisateurs ou avoir des espaces de petites caches ou des forêts plus denses. Leur besoin criant actuellement, c'était la sécurité alimentaire. Puis quand on s'associe avec les organismes de la table de quartier, ben, c'est pas mal le discours que tout le monde a. C'est bien beau, finalement, planter vos arbres. Mais est-ce que ça peut nous servir aussi à notre réalité locale? Puis que là, nous, on a transformé notre projet légèrement. Puis maintenant, toutes nos interventions sont de l'agriculture urbaine. Nos arbres sont des arbres fruitiers. Les productions sont redonnées à l'organisme de sécurité alimentaire. Donc, ça demeure un corridor de connectivité parce qu'on fait de la transformation du territoire, mais vraiment adapté à la réalité de ce milieu-là. Puis je peux pas dire que c'est one size fit all. C'est pas un projet qu'on peut transférer tel quel ailleurs. On a pris le temps après avant de comprendre qui faisait partie de notre système socio-écologique, puis d'adapter le projet en fonction de leur réalité. Puis c'est pas terminé. Chaque année, on apprend, faut avoir une certaine forme d'humilité, savoir que j'ai fait des erreurs avec ma réflexion de départ, que je suis capable de revoir le projet. Je veux que les gens portent le projet. Le projet est parfait, j'aurais plus besoin d'être là, en fait. Il roulerait tout seul, les gens transformeraient leur espace, puis comprendraient, en fait, où on s'en va. Le défi, j'aime bien la radicalité aussi, parce que quand on utilise les sciences de la connectivité écologique, puis on s'amuse à vouloir faire traverser de la faune en pleine ville, ben, ce qu'on va faire, c'est relier les espaces verts déjà existants. On sait que les parcs ne sont pas distribués de la même façon, dépendamment dans quel arrondissement, quel quartier on habite. Donc, si on fait uniquement connecter les espaces verts entre eux pour la biodiversité, on vient amplifier, en fait, cette inéquité sociale, une inéquité thermique même, on pourrait dire, où finalement, on vient végétaliser, verdir de plus en plus d'espaces qui étaient déjà un peu, puis ceux qui sont des océans d'asphalte et de béton actuellement seraient complètement délaissés dans des outils de connectivité aussi. Donc, il faut aussi amener cette lecture-là et se dire, bon, il faut forcer des choses, puis il faut qu'on commence à transformer des territoires, des milieux de vie pour que les gens s'approprient leur espace et développer
cette espèce d'éthique environnementale-là où des jeunes auraient la chance, peu importe leur quartier, de grandir en cohabitant de la nature, puis de développer cette relation-là, cette sensibilité-là de trouver une ex-vie d'une libellule, puis de la ramener dans la maison, puis de montrer à ses parents, puis d'expliquer. Je pense que tout le monde aurait le droit d'avoir cette expérience-là, d'entendre différents chants d'oiseaux, plutôt que les 5 espèces classiques qu'on a en ville, et de vraiment créer des milieux de vie pour tout le monde un peu partout. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et c'est le fun à dire, il faut végétaliser, il faut améliorer le cadre de vie, mais habituellement, quand on ouvre cette porte-là, ben, il y a comme toujours son penchant de l'autre côté qui vient avec une forme d'éco-gentrification. Et là, c'est extrêmement délicat l'équilibre entre les deux parce que plus on transforme un espace, plus on végétalise, puis on en crée un milieu de vie agréable, ben, on voit une hausse des loyers, on voit justement tous les impacts que ça peut avoir aussi. Fait que finalement, on transforme aussi notre communauté locale qui, après un certain temps, est appelée à se délocaliser puis se déplacer. Donc, tu sais, j'ai pas la solution à tout ça. C'est des éléments qui sont présents, qui sont là. Mais on doit agir. Faut forcer des choses, d'où la radicalité. Mais de l'autre côté, il faut aller à une vitesse. C'est quand même drôle parce qu'on est en urgence climatique, mais il faut y aller doucement aussi pour pas trop froisser, pour pas trop transformer rapidement un milieu. C'est pas évident, là. Donc, ouais, j'aimerais rebondir sur cet angle-là, d'avoir un souci qui va dans le sens de prendre en considération les réalités de tout le monde, puis d'essayer, pas d'attendre une moyenne générale envers tout le monde, mais de rééquilibrer un peu ces déséquilibres-là qu'on aimait juste avant. Puis peut-être aussi, pour faire un lien avec le Fab City, je pense que tout ce qui est créé aussi par la communauté, comme l'expliquait Raquel, donner la possibilité de pouvoir créer des petits dispositifs qui permettent aussi aux gens d'expérimenter. Je pense que ça fait partie aussi de cette idée de rendre accessible à tous et de lutter un petit peu contre ces inégalités aussi, d'où l'intérêt de Sciences citoyennes et Fab Lab, que ça se développe ici à Montréal. Peut-être Raquel, si tu veux. Oui, c'est au cœur. C'est au cœur parce que, et je pense que ces notions d'échelle est importante, comme tu disais, Alexandre et David, c'est que c'est sûr que la qualité de l'air, c'est ce que je ressens. Si on fait l'échelle vers le haut, ça nous fait penser, oui, c'est les changements climatiques. Et je suis en train de vivre, et ça nous met en relation avec toute la globalisation de l'impact. Tu sais que pendant une semaine, on ne savait pas qu'il y avait encore des feux parce que notre air était bon. Tu sais, on peut dire ça. Mais c'est cette présence Et donc, oui, le Fab Lab, c'est intéressant parce que cette vision, ce mouvement des Fab City part de ce cœur, tu sais, de dire ces Fab Labs, c'est les lieux de démocratisation d'accès à la technologie et d'accès à tout, accès à créer, à recréer, à imaginer. Annie, qui est au Fab Lab, elle fait aussi un master en design distribué, puis elle travaille sur la notion de la nature, donc aussi impliquer ça dans comment la technologie nous permet d'arriver là. Mais je voulais dire, dans cette question de l'inégalité, je me dis, oui, il y a l'urgence, puis c'est clair que qu'est-ce qui est arrivé l'année dernière entre les différentes rencontres, tant des changements climatiques comme de la UACI, l'Union internationale là, ça m'échappe, mais c'est de déclarer qu'il y avait la crise climatique, la crise de la biodiversité et la crise de l'air. Tu sais, il y a les trois. Donc, de faire ces relations-là. Et je pense que dans la vision macro, c'est ces interrelations, donc une pensée plus du point de vue de l'écologie et moins de l'environnement, qui est une autre figure, un autre concept qui va avec développement durable et compagnie. Donc, et de comment on fait ça dans une ville. C'est clair que là, je parlais avec des collègues à Barcelone et la Supergrilla, tu sais, c'est ce changement de bloc, de pâté de maison et éliminer la circulation est en train d'avoir un impact au niveau de la gentrification. Parce que ces secteurs-là deviennent très prisés. Donc, il n'y a plus d'auto, la qualité de l'air, la piétonisation fait que ceux qui ne peuvent plus être là. Donc, c'est ça. Comment pallier à ça? Mais je trouve que
y a quelque chose tu sais, comment rendre la ville sans... Il y a un aspect d'être intentionnel. Tu sais, on est comme entité publique, en municipalité, avoir toujours cette intentionnalité de que toute intervention qui est faite dans le territoire, ça implique, par exemple, si on parle de faire ces corridors connectés, mais les rues sont nos premiers corridors. Donc, si on part de, tu sais, je me suis toujours dit comment j'amène la biodiversité en ville, mais ces corridors-là, on commence à planter avec beaucoup plus de diversité dans les espèces d'arbres. On est sorti de la monoculture et là, chaque fois, donc on commence à intégrer, puis tout cet aspect esthétique et visuel que tous les arbres étaient parfaits, ça c'est parti et je trouve ça super intéressant. Continuer à faire ce que j'appelle les jardins de rue, donc de faire tous ces coins de rue où il y a un panoplie, je suis sur le plateau, donc c'est assez impressionnant. Je sais que surtout nos quartiers centraux, on est en train d'intégrer ces lieux qui accueillent la biodiversité et avec une intentionnalité qui fait que oui, il y a des résultats avec le temps. Donc, je pense que la notion d'utiliser l'espace public intentionnellement pour intégrer la biodiversité, c'est une manière peut-être de pallier que toutes les rues de Montréal et dont on habite soient toutes arborisées. Et ce n'est pas le cas en ce moment. On parle de l'inéquité. Si on regardait, on sait, Ville-Mont-Royal et Parc Extension, par exemple, la couleur est différente. Alors, comment arriver à amener ça? Je pense que il y a quelque chose, une intentionnalité, utiliser toute action et l'espace public pour faire une action de démocratisation de l'accès au système vivant en ville. Et permettre à tous finalement d'avoir cet accès-là aussi via une rue et pas forcément un parc de la biodiversité. Alors c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ces idées aussi, par exemple, de jardin dans la rue, remettre un peu ce que David a amené, je pense, au début de la discussion aussi, qui est de repenser, par exemple, nos rapports à l'alimentation aussi. Donc, c'est comme on a plusieurs façons d'entrer par rapport à ça, puis de dire, bah oui, on a des solutions plus végétalisées, par exemple. On redécouvre des choses qu'on ne connaissait pas forcément dans la nature pour s'alimenter aussi. Et même en ville, c'est possible de le faire, même si on sait que c'est une petite part, mais ça permet une prise de conscience finalement aussi dans cet aspect transformationnel qu'on veut de notre population qui voit qu'il y a d'autres possibilités aussi, par exemple, pour s'alimenter. Donc, il y a vraiment, et qui fait ces liens-là aussi. Je ne sais pas, David, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais aussi compléter par rapport à toutes ces réflexions-là? Oui, il y a tellement de choses à dire. Raquel a touché sur des éléments vraiment importants par rapport à l'utilisation de l'espace public et puis on pourrait ajouter à ça d'arrêter de faire des choses qu'on connaît, qui sont nuisibles. C'est par exemple de plus rien construire dans un espace vert, un milieu humide, un espace naturel, une zone agricole. Et puis, ça va nous donner l'espace après ça pour transformer ce qui est déjà bâti. De façon plus générale, deux éléments que je déposerai avant qu'on termine quand même bientôt. Le premier, je pense que c'est vraiment important, on parle de biodiversité, on a parlé de santé humaine et on parle de citoyens, citoyennes et de voir comment qu'on prône, ce qu'on essaye de développer au niveau, quand on parle de biodiversité, c'est basé sur l'idée que des écosystèmes plus diversifiés, des écosystèmes qui ont de l'espace pour, comme Raquel l'a dit, évoluer, se transformer, s'adapter, sont plus résilients. Et puis, de voir qu'est-ce que ça nous apprend sur nos sociétés, sur nos relations humaines. Et pour moi, ça, il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Puis c'est lié à l'idée de la démocratisation, de l'accès à la science, à son application dans la pratique et des allers-retours qu'on fait au quotidien. Et du moment où on cherche activement à, par exemple, aller chercher des communautés, des groupes de la population qui ont été historiquement marginalisés, qui ont été exclus notamment de l'entreprise scientifique,
On travaille aussi à diversifier nos façons de voir le monde, nos façons d'interagir, nos façons de comprendre les choses. Et ça va nous rendre plus résilients. Alors, pour moi, ça c'est un concept, mais aussi un fait, où on a tout un corpus de connaissances autour de la biodiversité qu'on a développé en étant observateur un peu externe, de dire, ben, on observe des écosystèmes puis on voit en fait qu'il y a un constat récurrent. Qu'est-ce que ça nous amène si on se met à l'intérieur de ces écosystèmes-là puis on applique les mêmes principes au niveau social? Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Et lié à ça, c'est vraiment ce que ça nous permet de développer comme compétence. Et puis, je reviens à l'idée de service et comment on se met vraiment au service des écosystèmes, de la nature et d'une transformation de paradigme, ce qu'on se met à l'intérieur. Il y a des compétences qu'on a à développer, notamment, on a parlé d'humilité, on a parlé d'écoute, le respect, le fait juste de se dire on ne connaît rien et puis on est mieux d'écouter avant d'agir, la compassion. C'est des compétences qui sont essentielles, encore une fois, pour la santé des gens, pour réduire les injustices et les inégalités, pour viser une meilleure société, des meilleures relations humaines. Et ce qui est super intéressant, je pense, c'est que la science citoyenne, dans une perspective de connexion avec la nature et puis de connexion avec la biodiversité, nous permet directement de les travailler si on est intentionnel dans la façon qu'on fait. Alors, moi, je laisserai ça là, même si j'ai beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt à poursuivre la conversation. Merci. Merci beaucoup, David. Puis oui, ça touche bientôt à sa fin. Je pense qu'il n'y avait pas de questions sur YouTube, mais s'il y en a une, on peut peut-être rapidement regarder ça, si ça arrive. Mais sinon, on va commencer tranquillement à aller un petit peu vers la fin de cette discussion. Puis je voudrais juste quand même réagir sur ce que David disait. De plus en plus, il y a aussi en tout cas des mouvements dans l'anthropologie notamment qui souligne que, par exemple, est-ce que la nature, c'est pas une construction humaine finalement? Est-ce que ce qu'on voudrait plus discuter, c'est des relations entre le vivant et le non-vivant? Puis ça aussi, c'est des réflexions assez intéressantes qui commencent. Ça veut dire quoi de se placer du point de vue aussi d'être dans l'environnement? Parce qu'on regarde beaucoup la nature, comme disait David, d'un point de vue très anthropocentré, puis de ce qu'on voit, mais est-ce que les oiseaux ressentent différemment leur environnement? Est-ce que la plante ressent différemment son environnement aussi? Puis ça, c'est des choses qui commencent aussi à être de plus en plus regardées et d'essayer comme on dit, de désanthropiser son regard, puis d'avoir un regard plus biocentré, si on en est capable. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui se penchent sur ces questions-là, puis je pense que c'est assez intéressant. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'on puisse peut-être finir sur une petite conclusion de chacun d'entre vous. Peut-être qu'est-ce que vous retenez de cette discussion? Quelles sont les questions peut-être on pourrait poursuivre dans une prochaine édition et en tout cas poursuivre la conversation tous ensemble. Donc peut-être Raquel, est-ce que tu aimerais te lancer par rapport à ça? Merci parce que je pense que l'échange, et c'est évident, avec Alexandre, il y a plusieurs projets qu'on fait ensemble et que j'en bénéficie aussi. J'ai fait un projet pendant la COVID. Un projet que, je sais, ça a commencé la COVID et je me suis dit, on était devant la mort, hein, devant la possibilité d'une catastrophe qui est arrivée, là, évidemment, et qui est toujours là, quelque part. Et le projet s'appelait Con Vida, qui en espagnol veut dire avec la vie. Et c'est une transformation de COVID, Con Vida. Et l'idée, c'était d'aller chercher où la vie apparaît, dans le minuscule du regard. Donc, on a commencé à marcher. Et comment il y a cette force des arbres de casser l'asphalte et sur ses racines, il y a l'accueil de tout ce qui est vivant et comment ça naît et comment ça apparaît. Donc, et j'ai fait une marche proposée pour les marches de Jane avec le Centre d'écologie urbaine, qui était celle-là, comment en changeant notre regard
on peut voir la vie partout dans la ville et une vie qui est en biodiversité, dans les rues, dans le... Ouais, on a une petite question. Je pense que je dirais que revenir à notre sens de curiosité et de le faire collectivement. Et donc ça nous amène, cette sensibilisation, ça nous amène à l'engagement. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin tous, de s'engager avec tout le vivant. Et là, on commence à parler du non-vivant, mais s'engager et dire que oui, on peut ensemble, collectivement, individuellement, collectivement, quand on accepte cette sensibilisation, de s'engager à la transformation, d'avoir la conscience et l'intentionnalité de ce changement-là. Merci beaucoup, Raquel. Peut-être, Alexandre, un tout petit dernier mot de la fin par rapport à cette notion d'engagement. En fait, ou peut-être une ouverture aussi par rapport aux discussions qu'on a eues aujourd'hui. J'ai la chance dans mon travail de travailler avec sur le dossier des premiers PEP, plantes médicinales autochtones, avec des porteurs de savoir. Puis le concept d'écologie, environnement extérieur à nous n'existe pas. On parle de territoire, hein, on fait partie du territoire, c'est un tout. C'est super intéressant. On parle beaucoup en ce moment de réconciliation, hein, il y a 3 étapes: décolonisation, réconciliation, autochtonisation de nos institutions. Je suis là-dedans. On essaie justement de développer une approche. Ça fait vraiment écho avec le mot d'introduction de David aussi, là, de faire une approche justement avec un regard autochtone sur nos projets. Et on réalise que les villes, on les a construites avec des institutions qui ne leur appartiennent pas. Donc, c'est très difficile de trouver la tâche, la croche qu'on peut avoir pour avoir ce regard, ce double regard-là sur la transformation urbaine. Je pense que c'est peut-être ça que je voulais ouvrir comme idée. Est-ce que la science participative ne pourrait pas nous aider dans ce processus-là de réconciliation, en fait, pour nous aider à transformer le territoire avec les porteurs de savoir, des gens d'ici, en fait, qui étaient là bien avant nous? Super. Je pense que c'est une super belle ouverture. Merci beaucoup à vous 3. Puis, je pense qu'il y a de quoi continuer la discussion, peut-être dans une prochaine édition ou même avant ça. Je pense que ça serait très, très intéressant. Donc, encore un grand, grand merci à tous et à toutes qui nous ont suivis aujourd'hui. Puis, au plaisir donc de continuer cette belle discussion. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci au nom de la Fab City de vous d'avoir accepté notre invitation. Je mets mon chapeau et je pense que c'est une conversation ouverte et on peut la continuer, certainement. Et peut-être qu'on va suivre ton invitation, Raquel, d'aller en sortant, prendre un moment pour se connecter à ces racines qui traversent l'asphalte. Alors, merci beaucoup.